Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes toujours sur Recto Verso et nous affrontons en ce moment la seconde partie de votre programme où Monsieur le ministre sera face à deux de ses contradicteurs. Monsieur le ministre, un peu plus détendu, ça ne vous fait pas de mal d'être debout? Non, oh, ben je pense que vous l'avez fait exprès pour m'épuiser. Mais non. Afin que l'inspiration puisse... Non, mais ça va, ça va. Mais seulement êtes-vous épuisable. Monsieur le ministre, nous accueillons le premier contradicteur de ce programme. Il s'agit du professeur Claude Abbé, qui est sociologue, enseignant à l'Université catholique d'Afrique centrale. Bienvenue, vous pouvez prendre votre place. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur le professeur. Bonsoir. Professeur Claude Abbé, je l'ai dit, vous êtes enseignant de sociologie à l'Université catholique d'Afrique centrale, mais enfin, ne m'en voulez pas si je cite une seule université, parce que vous êtes enseignant d'université. Vous avez récemment commis un article sur « À l'immigration choisie, l'Afrique oppose la sexualité et la civilisation choisie », mais nous ne parlerons pas de ça aujourd'hui. Je vous laisse 13 minutes d'échange avec le ministre camerounais de la Communication, Issa Chiroma, pour ce que vous avez noté, ce que vous pensez ne pas être en parfait accord avec vous. Je vous laisse le plateau. Merci M. Paulambala de m'offrir cette occasion d'échanger avec M. le ministre et merci M. le ministre de vous prêter à ce jeu de la contradiction qui vous est plutôt habituel. Vous avez dit tantôt tout à l'heure que en suivant les extraits qui étaient repris dans le cadre de cette émission, que M. Biya n'a que les gens qu'il veut et qu'il travaille et qui travaille comme il veut. Peut-on dire de vous que vous êtes véritablement opposant? Je suis président du Front pour le salut national du Cameroun. J'avais la possibilité d'être militant du RDPC. Pour ne l'avoir pas fait, pour avoir créé un parti politique avec d'autres, je pense que la définition de l'opposant, c'est cela. Il ne me semble pas que ce soit véritablement la définition de l'opposant parce que l'opposition n'est pas simplement une question d'ordre institutionnel. C'est aussi une question en termes de propositions formelles, de désengagement par rapport à ce qui se fait, par rapport au parti qui est au pouvoir. Et il ne nous semble pas, nous qui observons la scène politique camerounaise, que véritablement on soit engagé dans cette dynamique-là. Ce qui m'amène finalement à vous poser la question, est-ce qu'il ne vaut pas mieux dissoudre aujourd'hui votre parti pour être un militant du RDPC, de manière à ne plus, puisque vous avez dit que vous aimez être en harmonie avec vous-même, tellement vous encouragez et soutenez le régime en place et le parti qui le dirige avec et son responsable, qui se confondent d'ailleurs au même moment au chef de l'État, qu'il y a peut-être lieu. Est-ce qu'il n'est pas pertinent aujourd'hui de sauter le pas et prendre une carte au RDPC? Si d'aventure j'étais convaincu par ce raisonnement il y a longtemps. Vous savez, je suis un homme libre et c'est en toute liberté que je pose mes actes et quelle que soit leur antériorité, j'assume. Tout à l'heure, quand il est allé fouiller ce que je disais il y a 10 ans, quand j'étais opposant pur et dur, l'un des dirigeants de la coalition, quand il nous a fait écouter ce que j'avais dit, j'ai assumé et je continue à assumer. Maintenant, vous me demandez pourquoi est-ce que je ne prends pas la carte du RDPC. Non, je n'ai jamais eu d'atome crochu avec le RDPC. Je voudrais vous rappeler que j'ai décidé de soutenir le président Biya à ce moment précis de l'histoire de notre nation. C'est parce que cette nation, aujourd'hui, a besoin de toutes ses forces vives, confrontées à tous les problèmes que nous connaissons, en âme et conscience et en toute liberté. J'ai décidé donc d'apporter ce soutien à celui sur qui la nation a jeté son dévolu, à savoir le président Biya. À moins que vous ne soyez un mauvais démocrate, à moins que vous ne soyez un mauvais perdant, dès lors que la majorité a décidé, je pense que même ceux qui sont contre doivent subir la loi, c'est-à-dire le dictat de la majorité. Donc c'est pour cette raison que j'estime, au même titre que je respecte vos opinions, j'ai également droit que vous respectiez les miennes. Je respecte vos opinions, Monsieur le ministre. Cependant, lorsqu'on voit au quotidien
il est difficile pour vous de prendre la parole pendant 30 secondes sans avoir recours au président Biya. Et sans avoir recours, et quand on sait aussi que le président Biya, globalement, qui représente une institution, parce que c'est une chose que de respecter la loi de la démocratie, c'est également une chose de respecter les institutions qui sont mises en place à la suite d'un vote démocratiquement organisé, mais c'en est encore une autre, cette fois-là, d'être totalement engagé dans la dynamique d'un président de la République qui ne s'est pas départi de son rôle de président d'un parti. Et du coup, ça crée bruit. Qui supportez-vous? Le président Biya avec son parti, puisqu'il sait bien la politique du RDPC qui est mise en route derrière Monsieur le Président Biya. Raccourci, lecture en déphasage total avec la réalité. Je vais vous dire pourquoi. Le président Biya est accessoirement président du RDPC. S'il n'était que président du RDPC, il m'aurait eu en face de lui. Il est accessoirement président du RDPC, mais fondamentalement, essentiellement, le président de la République du Cameroun. Et c'est à ce titre que tous les actes qu'il pose méritent par tous les démocrates d'être soutenus. Et c'est à ce titre, conscient et sachant subodorer, j'ai donc décidé en âme et conscience de le faire. Alors, vous faites un amalgame de nature à tromper, à induire un peu en erreur les esprits non avertis en politique. Il faut faire la distinction entre le président d'un parti politique, il y en a 300 au Cameroun au moins, et le président de la République, sur 22 millions, il y en a un seul. C'est loin d'être un amalgame, monsieur le ministre, dans la mesure où le président Biya a été élu sur la base, nous semble-t-il, d'un projet de société qui était défendu par un parti politique et que jusqu'aujourd'hui, il n'a pas été démis de ses fonctions de président de ce parti politique-là. Et donc, à mon sens, il me semble que pour être en harmonie véritablement avec vous-même tel que vous le disiez, il serait beaucoup plus cohérent de prendre une carte dans le RDPC. Mais ce n'est pas seulement l'un des éléments qui retiendra peut-être mon attention ici dans le cadre de cet échange-là, puisque nous avons un temps dans lequel il faut pouvoir tenir. Je voudrais, si monsieur le ministre me le permet, aborder un élément qui est lié à l'actualité et qui a été abordé tout à l'heure. Je vais d'abord répondre à ce que vous avez dit. Je vous en prie. Le président Biya, comme je disais tout à l'heure, n'a pas été soutenu que par le RDPC. Même s'il a été investi par le candidat du RDPC. Il a été investi par le RDPC, mais il a été aussi investi par le FSNC. Ah, d'accord. Il a été aussi soutenu par l'UNDP. Pas investi par le FSNC. Si je suis désolé, nous avons décidé de manière tonitruante, politiquement s'entend, décider de faire du président... Monsieur le ministre, vous refaites l'histoire. Il est une chose. Vous refaites l'histoire, monsieur le ministre. Il est une chose, s'il vous plaît. Vous refaites l'histoire, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas faire ces affirmations qui sont de demi-vérité, c'est-à-dire de contre-vérité, et m'empêcher de répondre. J'ai dit donc que le président Biya, accessoirement président du RDPC, ne pouvait que être présenté par un parti politique conformément aux lois de la Constitution, aux lois de la République, conformément à notre Constitution. C'est le RDPC qui l'a. C'est la Constitution qui fait obligation à tout candidat d'être présenté par un parti politique. Le mien a décidé, excusez-moi, je ne saurais m'approprier d'un parti politique, mais le parti dont je préside à la marche avec beaucoup d'autres, nous avons nous aussi décidé de faire du président Biya notre candidat et nous l'avons soutenu et nous l'avons accompagné. D'accord, je rappelle qu'il vous reste 5 minutes exactement. Oui, je voudrais parler d'une actualité que vous avez par ailleurs abordée, à savoir Boko Haram. Monsieur le ministre, dans l'une de vos sorties pour défendre globalement notre pays, le Cameroun, vous avez dit que le Cameroun n'était pas la base arrière de Boko Haram. Mais en réalité, l'expérience de chercheurs que nous avons et un certain nombre d'autres chercheurs l'ont démontré que quand Boko Haram est bousculé au niveau du Nigeria, c'est au niveau du Cameroun que Boko Haram vient se réfugier
et que là-dedans, il y a de nombreuses connexions qui sont des connexions humaines, qui sont des connexions financières, qui sont des connexions, j'allais dire en termes d'idéologie, qu'on retrouve à l'intérieur. Que pouvez-vous dire pour les téléspectateurs qui sont présents là? Est-ce que vous n'êtes pas là dans une situation où vous avez probablement tronqué la réalité? Moi, je vous prends de connivence avec Boko Haram. Vous n'irez pas jusque-là? Attendez. L'eau s'en faut. Non, parce que vous ne pouvez pas savoir que la nation lutte contre cette institution. Vous savez que cette insurrection, cette secte, et vous affirmez aujourd'hui devant Dieu et devant les hommes qu'ils sont au Cameroun. Vous le savez, vous ne les dénoncez pas. Ils sont dénoncés. Non, mais je dis par vous. Ils sont dénoncés. Nous faisons un travail de dénonciation à ce sujet. Je voudrais donc dire une chose. Boko Haram est une nébuleuse. Tout récemment, le chef de l'État a instruit au ministre de la Défense de sortir l'armada militaire capable de faire face à cette insurrection-là. Le problème qui se pose aujourd'hui, et qui malheureusement va se poser encore pendant un certain temps, c'est le fait que vous luttez, c'est un peu l'arlésienne, vous luttez contre un ennemi invisible. Vous avez affaire des populations qui, de part et d'autre de la frontière, sont les mêmes. Qui est-ce qui est Boko Haram? Ce n'est pas écrit sur le front. Et vous dites donc, quand le Nigeria les poursuit, ils franchissent. Ça arrive, incontestablement. Mais c'est pour cette raison qu'on a multiplié des unités opérationnelles tout au long de notre frontière pour y mettre un terme. Mais comme ce n'était pas suffisant, et lorsque le président de la République a monté d'un cran son engagement à mettre un terme à cette nébuleuse, il a déclaré la guerre. À le faire maintenant, il a déployé donc l'armada militaire qui doit mettre en place un rideau de feu infranchissable pour ceux-là. Et rendez justice plutôt à notre armée pour avoir fait ce que vous avez entendu ces derniers jours, à savoir une cinquantaine de... Dernière préoccupation. Monsieur le ministre a dit tantôt qu'il aimait véritablement être en harmonie avec lui-même. Et il dit dans l'une de ses sorties, pendant la période où il est sorti du gouvernement avant de rentrer, M. Biya ne veut pas la réconciliation. Il a amené le Cameroun à la misère. Est-ce qu'aujourd'hui, le même M. Biya, président de la République, que vous soutenez, a sorti le Cameroun de cette misère? Nous sommes en train depuis fort longtemps. Je vais vous dire une chose. Quand il est allé récupérer son élément, homme politique, opposant, cherchant à accéder au pouvoir, je ne pouvais que transformer beauté en difformité. C'est ma position. Et c'est la position de tous les dirigeants. Soyez puissants comme vous voulez. Quand vous avez un opposant en face, il vous dira qu'il peut vous écraser avec le talon de sa chaussure. Alors, maintenant, que s'est-il passé? Notre pays a connu une crise qui a duré 23 ans, 24 ans, 25 ans. Pendant ce temps-là, l'État a perdu la souveraineté économique. Et c'est la conséquence que nous connaissons. Vous posez la question maintenant de savoir où est-ce qu'on en est. Oui, nous sommes en train de nous en tirer avec tous les chantiers structurants. Il fut un temps où Yaoundé était la capitale la plus sale au monde. Il fut un temps où il n'y avait pas une seule grue dans la ville de Yaoundé. Aujourd'hui, vous les avez par dizaines. Aujourd'hui, ainsi de suite. Les chantiers structurants, vous les connaissez. Alors, monsieur le professeur. Puisque vous avez pris l'exemple de Yaoundé, l'eau et l'électricité restent de gros problèmes. Et il me semble que c'est des problèmes qui relèvent de la misère des Camerounais. Le gouvernement a mis en place, c'est simplement une question de temps, tout au long de la période au cours de laquelle nous avons perdu la souveraineté économique. On n'avait pas la possibilité de renouveler les poteaux, on n'avait pas la possibilité de renouveler les tuyaux, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous avons récupéré la souveraineté économique et avec ça, avec le barrage réservoir de Longpangar qui est là, très certainement, c'est simplement une question de temps, la question d'eau et d'électricité sera simplement un triste souvenir. Merci, monsieur le ministre. Merci également au professeur Claude Abbé d'être venu. Merci, monsieur le professeur. C'est moi qui vous remercie. L'occasion de vous avoir dans de prochains échanges dans le cadre de ce programme Recto Verso. Madame, Monsieur, nous accueillons à présent le second contradicteur de monsieur le ministre de la Communication. Échange
on a bien noté qu'il a été éminemment en politique, mais avec la question de l'orientation de la politique économique du Cameroun, ou si vous voulez du développement tout court. Je vous prie d'accueillir cette fois-ci Christophe Bobiokono. Il est journaliste, secrétaire général de l'Union des journalistes du Cameroun, non moins membre du Conseil national de la communication, mais c'est aussi le directeur de publication de l'hebdomadaire Kalaha. Bonsoir, Bobby. Bonsoir, Paul. C'est avec un plaisir inégalable que je retrouve Monsieur le ministre de la Communication, qui est, sans jeu de mots, un très bon client pour la presse. D'accord, 13 minutes donc d'échange. Mais avant, vous avez sauté un aspect, c'est mon collaborateur. Ah, en plus. Oui, c'est mon collaborateur. Alors, et je suis très heureux parce que là où il est, au Conseil national de la communication, vous savez, c'est un journaliste teigneux. Eh bien, on a l'occasion de le voir. Un journaliste accrocheur. Alors là où il est, probablement, il enrichit de sa richesse. Monsieur le ministre, vous n'essayez pas de l'amener à vous. Ouh là là, ouh là là. Christophe Bobiokono. On ne l'amadoue jamais, Bobiokono. On ne l'amadoue jamais. Monsieur le ministre, vous avez parlé tout à l'heure dans votre échange avec Paulin de votre séjour à la prison de Kondengui, 6 ans, 4 mois. Yoko. De Yoko, 6 ans, 4 mois. Et on sait que vous parlez beaucoup souvent des questions de détention. Est-ce qu'il vous est arrivé de faire un tour dans une prison camerounaise ces derniers temps pour faire un peu la comparaison avec ce que vous aviez connu, vous, à l'époque, parce que vous êtes quand même passé par Kondengui, ce qu'on vit aujourd'hui? Oui, je connais, je n'ai pas eu le privilège de visiter beaucoup de prisons, mais au moins celle de Kondengui. Kondengui, bon, juste vraiment, juste à l'entrée, hein, je n'ai pas été à l'intérieur pour me faire une opinion. Qu'est-ce que Kondengui est devenu par rapport à ce qu'était Kondengui il y a plus de 20 ans? Je n'ai pas eu ce privilège-là. En fait, je voulais vous poser la question par rapport à la qualité de vie dans ce pénitencier, puisque c'est un sujet qui risque fort d'impacter sur l'image de notre pays par rapport à la communauté internationale. Mais passons, je voudrais parler au ministre de la Communication, mais surtout au porte-parole du gouvernement. Au porte-parole. Je voudrais savoir, vous êtes porte-parole du gouvernement, porte-parole de l'État, vous êtes porte-parole de qui? Ma responsabilité consiste à organiser la communication gouvernementale. Toute la communication gouvernementale relève de ma compétence. L'organisation et la gestion de la presse relèvent de ma compétence. C'est à ce titre que chaque fois que soit la présidente de la République ou la primature estime que je dois mobiliser la presse pour un message, alors je l'ai toujours fait. Quitte à vous maintenant de vous en faire une opinion. Ouais, je vous pose la question parce qu'on vous a souvent vu sur ce terrain-là en train de parler des choses qui concernent le pouvoir judiciaire. Et, or, notre Constitution quand même consacre la séparation des pouvoirs. Ne voyez-vous pas qu'il y a quand même un risque à ce que l'exécutif soit là à communiquer à la place du pouvoir judiciaire, alors que la législation camerounaise permet au pouvoir judiciaire d'organiser lui-même sa communication? Chaque fois que j'ai eu à communiquer, surtout quand il s'agit du judiciaire qui est un pouvoir qui est jaloux de ses prérogatives, je prends toujours la précaution de consulter l'expertise dans ce domaine qui balise le chemin, qui balise, donc il y a un cadrage qui est fait. Je ne déborde jamais du périmètre autorisé quand il s'agit du judiciaire. Je sais que c'est très délicat. Comme ce pouvoir est jaloux de ses prérogatives et il n'accepte pas l'immixtion, je l'ai fait et chaque fois que je le ferai, c'est toujours conformément au périmètre d'opération qui m'est reconnu. Monsieur le ministre, on a noté avec votre arrivée à ce ministère de la Communication de très bonnes intentions à l'endroit de la presse. Certains pourraient dire de la presse privée. Je voudrais que vous me disiez ce que vous pensez des petites enveloppes qu'on donne aux journalistes. Qu'est-ce que je pense de ces enveloppes? Ce qu'on appelle généralement les perdièmes, je pense bien. Les perdièmes, le gombo, vous savez, le pouvoir, la corruption. Non. Monsieur Bobiokono, je disais tout à l'heure, c'est un journaliste teigneux, il est en train de nous le prouver. L'aide publique à la presse privée n'est pas conforme à la robustesse, à la bonne santé, à la vigueur de notre presse. De deux, le pouvoir d'achat qui vous est alloué. Aujourd'hui, vous-même, vous êtes directeur de publication, mais lorsque vous étiez employé, enfin bref, pas vous, mais d'autres,
le pouvoir d'achat, c'est des gens qui étaient pratiquement devenus un peu des mercenaires de la plume ou de la parole, du simple fait que là où ils travaillaient, ils n'avaient pas de salaire, ou alors de salaire de catéchiste. Parce que ce qu'on mettait à leur disposition n'était pas suffisant. C'est pour cette raison que nous avons estimé, et ça n'a jamais été rejeté par qui que ce soit, il y a beaucoup de radios, beaucoup de télévisions, beaucoup de journalistes le demandent, eh bien nous mettons à la disposition d'abord cette aide, et ensuite, lorsqu'un journaliste, lorsqu'un directeur de publication, votre journal, vous voulez par exemple publier le message du gouvernement, nous estimons que c'est nécessaire de vous accompagner. Il n'y a pas de tort en cela. Monsieur le ministre, lorsque cette partie de la cagnotte du Trésor se retrouve souvent de manière arbitraire entre les mains de ceux qui viennent, pas forcément des entreprises de presse, ne voyez-vous pas une question quand même éthique derrière? Je voudrais vous prendre à témoin. Jamais je n'ai eu à interférer avec votre ligne éditoriale. En dépit de ce que vous soyez aujourd'hui, vous travaillez dans une institution de l'État, que vous soyez mon collaborateur à la communication, je ne vous ai jamais appelé pour vous faire des remarques sur votre liberté de ton, votre liberté de parole. Et aujourd'hui, directeur de publication, je n'ai jamais interféré. Ça atteste donc de la liberté. En fait, si je pose la question, c'est parce que je sais que vous avez à cœur de faire en sorte que cette enveloppe de l'aide publique à la presse, je préfère ce terme-là qui est plus simple, de l'aide publique à la presse, que cette enveloppe-là prenne du volume. Mais on note quand même comme une déperdition des ressources publiques parce que chaque responsable public donne de petites enveloppes à gauche, à droite, alors que le montant de l'aide publique est tout petit. Il y a même des administrations qui offrent plus d'argent que cette enveloppe-là à la presse. Comment ça peut s'expliquer dans un gouvernement qui est bien organisé? Dans un gouvernement bien organisé, le gouvernement est parfaitement conscient. Le gouvernement est parfaitement conscient du caractère insuffisant de l'allocation budgétaire à destination de l'aide publique à la presse. Lorsque nous avons accueilli Madame le ministre de la Côte d'Ivoire, où il n'y a pas de télévision privée. Madame Afoussiata Bamba, d'ailleurs. Très bien. Elle nous a dit ici, en moyenne, l'aide publique à la presse privée, c'est 1 milliard. Cette année, j'ai 243 millions. Une misère. Une misère par rapport à la Côte d'Ivoire. Alors c'est pour cette raison que dans le cadre du comité de suivi des États généraux de la communication, comité auquel vous appartenez, il est question maintenant de nous organiser pour mettre en place un compte d'affectation qui sera alimenté par un prélèvement que génère la publicité, que génère la presse de manière générale. Si nous arrivons, et il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas, si nous y arrivons, je pense que nous dépasserons les milliards. Parce que la publicité génère, les câbles distributeurs génèrent ainsi de suite, et en prélevant donc un pourcentage, là toutes les administrations sont d'accord, hein, les finances, la primature, tout le monde est d'accord, et parallèlement, nous mettrons également une centrale d'achat. Donc en 2015, je vous assure que vous serez très bien. Christophe Bobekono, je sais que vous avez noté pas mal de choses et de préoccupations à poser au ministre, mais la réalisation me fait signe qu'il ne nous reste plus que 2 minutes. 2 minutes. Voilà. Abordons la question des États généraux de la communication et de leur suite. C'est une belle idée de Monsieur le ministre qui a été combattue par certains journalistes, mais qui disaient que c'était une idée pour un peu dévoyer peut-être les ressources de l'État. Monsieur le ministre, est-ce que, compte tenu de ce qu'on voit aujourd'hui, avez-vous peur que la presse soit bien organisée? Non. A-t-on peur au ministère de la Communication que la presse soit bien organisée? C'est parce que la presse est mal organisée que le gouvernement reçoit des coups à longueur de journée. Si cette presse était organisée, responsable, exercée par ces professionnels, je vous assure que la presse deviendrait alors un instrument de développement. Et nous ferons tout pour vous aider. D'abord, vous, en tant que profession, à vous organiser, avoir en votre sein vous voulez qu'on mette en place l'ordre des journalistes, c'est-à-dire une structure qui soit capable d'apporter des jugements de valeur, ainsi de suite, dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Le gouvernement a tout intérêt à vous accompagner pour que vous soyez très bien organisé. Merci, Monsieur le ministre. Vous avez anticipé sur ma question parce que je vous posais précisément la question sur la base des projets de textes qu'on a reçus dans lesquels il ne ressort pas cette idée
de la création d'un ordre de la presse, alors que l'une des résolutions fortes des États généraux de la communication, c'était précisément de créer cet ordre national des journalistes. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ce hiatus? Non, il n'y a pas de hiatus. Il y a des idées. Les États généraux de la communication ont fait des recommandations et des résolutions. Recommandations et résolutions portées à la connaissance de ma hiérarchie. Il est question maintenant de les traduire concrètement. Dans les faits, accompagnez-nous. Nous allons faire en sorte que tout ce qui a été dit et qui soit faisable à l'occasion des États généraux soit appliqué. Ça signifie que l'idée de l'ordre national des journalistes n'est pas morte. Pourquoi? Pourquoi voulez-vous que ça meure? À l'heure où je vous parle, je n'ai pas une opposition systématique, mais si d'aventure il y avait donc une opposition quelconque, vous le saurez, je vous appellerai et on trouvera un modus vivendi. Merci, monsieur le ministre. Merci Christophe Bobiakono d'être venu échanger avec le ministre de la Communication aujourd'hui. Monsieur le ministre, on vous dira également merci. Peut-être avant de partir, échange à votre appréciation, un peu conviviale. Vous ne vous attendiez pas... Est-ce qu'il y a des surprises auxquelles vous ne vous attendiez pas au cours de ce programme, par exemple? D'abord, vous m'avez présenté des journalistes de feu, de très grande qualité. Vous-même, vous avez fait des recherches, vous êtes allé chercher ce que je disais il y a 10 ans. Vous savez, il y a 10 ans, hein, on a dit tout son contraire. Hein. Vous ne trouverez pas une seule personne sur la planète Terre qui, en 10 ans, n'a pas dit une chose et son contraire. Hier, j'étais virulent, j'étais violent, je combattais le président Biya comme il n'est pas permis. Aujourd'hui, je voudrais être le pilier de soutènement inébranlable pour l'aider à construire notre nation. Donc, ça fait partie donc des choses de la vie. En tout cas, vous m'avez présenté des journalistes et puis ce professeur de qualité. Eh bien, bravo. En tout cas, nous, on tient à vous remercier d'être venu lancer cette 3e saison du programme Recto Verso. Vous nous dites que vous pourrez peut-être nous revenir une prochaine fois si nous vous sollicitons, pourquoi pas? Il est témoin, vous êtes témoin, j'ai dit je n'ai jamais esquivé. D'accord. Merci, monsieur le ministre. Je n'ai jamais esquivé, alors chaque fois que vous aurez besoin de moi, je suis toujours là. Je souhaite une chose. Profite de votre organe de communication pour dire que le président de la République a déclaré la guerre à cette institution qui nous met en difficulté. Je souhaite, à travers votre organe, que toute la presse, comme un seul homme, accompagne les efforts de guerre. Au moment où nous parlons, il y a des Camerounais qui sont morts ou qui vont mourir pour que nous vivions dans des frontières sûres. La moindre des choses, ce que nous leur devons, c'est au moins ce soutien. Je souhaite donc, à travers votre organe, que comme un seul homme, que toute la presse accompagne nos efforts de guerre. Monsieur le ministre, merci. On espère également cet appel suivi, l'appel que vous venez de lancer. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève cette édition de Recto Verso. Pour toutes vos suggestions, vos propositions, bien vouloir nous écrire à l'adresse rectoverso@voxafrica.com. L'adresse s'affiche d'ailleurs au bas de cet écran. À très bientôt. Au revoir.